Coucou tout le monde. Eh oui, aujourd'hui on ouvre la fenêtre sur notre samedi 5 décembre. Et aujourd'hui je vous propose pour le petit défi du Lenormand de Noël, la carte du serpent. Moi j'ai fait une petite peluche en serpent, une petite peluche parce que je trouvais qu'elle avait une bonne bouille. Et là ce serpent, il ne nous fait pas peur. Pour Noël, quand on le voit, ma foi, et on a l'impression qu'il va venir nous chatouiller avec sa petite langue. Mais voilà, mais j'ai trouvé qu'il était mignon, ce petit serpent en peluche. Donc, écoutez, je vous laisse à vous, votre imagination, pour imaginer votre serpent, quel qu'il soit. Et puis, aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de Merlin. Alors, je ne vais pas vous lire le livre en entier, simplement, je vais vous donner un peu son histoire. Non, ça... Allez, on va faire vite un tour pour savoir qui était Merlin. Dans ce livre, alors il y a beaucoup de renseignements sur Merlin parce qu'il y a des tas d'histoires sur lui, sur sa vie. Mais je vais simplement là vous proposer de voir sa carte d'identité tout simplement, hein, de faire vite fait la carte d'identité de Merlin. Pour avoir une idée de qui était ce personnage. D'accord? Alors, allons-y. Je vais peut-être d'abord vous montrer, voilà, la naissance de Merlin. Merlin, son nom c'est Merlin, mais on l'appelle aussi Myrdin, Mérilon, Merlinus, Mersbin, Ambrosius ou Lécoden, Léloquen, pardon. Sa profession, prophète et magicien. Des dates de naissance et des lieux de naissance, il y en a deux. Au VIe siècle, à la fin de l'Empire romain, dans les Lowlands, en Écosse, et puis au XIIe siècle, en île de Bretagne. Il est dit que chaque fois que pousse un champignon, naît quelque part dans le monde une version différente de l'histoire de Merlin. Et même dans chacune de ces versions, Merlin est dépeint comme un être paradoxal, né d'un dieu et du diable à la fois. Ce qui pourrait être une bonne définition des esprits de la nature, qui n'ont aucune notion du bien et du mal. Il est vrai que Merlin, que nous connaissons, celui qui lance les chevaliers de la table ronde dans la quête du Saint Graal, ce vase dans lequel Joseph d'Arimathie aurait recueilli le sang du Christ, n'est catholique et apostolique qu'en apparence. Les auteurs chrétiens qui lui ont donné une seconde naissance à l'époque médiévale n'ont pas réussi tout à fait à dissimuler ses origines païennes. La première fois que Merlin est né, il était celtique, et il l'est toujours, si l'on regarde sous le chapeau pointu du vieil homme. Enchanteur même, l'élément le plus chrétien en apparence, le fameux Saint Graal n'est autre que le chaudron magique que se disputaient les dieux celtes. De toute façon, Merlin est suspect, très suspect même. Suspect par sa naissance. Il est le fils d'un démon, d'une vierge. Suspect par ses métamorphoses. Un coup jeune homme, un coup vieillard, un coup un animal terrestre ou aérien. Suspect de toujours revenir dans la forêt après avoir distillé ses conseils et ses prophéties à la société chevaleresque qu'il met en place, suspect par son pouvoir sur la nature. En effet, il est capable de faire apparaître des sources et des vergers merveilleux.
et peut-être suspect par-dessus tout de s'être laissé enfermer à jamais, en parfaite connaissance de cause, au fond de la forêt de Brocéliande, par la belle Viviane. Viviane était un peu, disons qu'elle ressemblait un peu, elle était aussi blonde qu'était brune Morgane, voilà, c'était tout à fait son opposé. Mais qui est donc ce Merlin fou des bois? Fou d'amour, fou tout court? Serait-il celui que nous aspirons à être au fond de nous? À quoi ressemble Merlin? Grâce à son talent de polymorphie, Merlin change si souvent de physionomie qu'il est pratiquement impossible de connaître son aspect physique véritable. On le voit souvent sous différentes formes. On l'a vu en effet sous les traits d'un enfant de 4 ans, d'un vieillard de 80 ans, d'un mendiant, d'un bûcheron aux cheveux ébouriffés, d'un homme sauvage, parfois encore sous forme d'animal, le merle ou le cerf en particulier. Il a vraiment des pouvoirs de transformation immenses. Les pouvoirs de Merlin, surnaturels que détient Merlin, semblent mis à la disposition de cet être hors du commun pour lui permettre d'acquérir la connaissance en vue d'aider le monde. L'enchanteur détenait ses pouvoirs dès sa naissance, mais son séjour solitaire dans la forêt les a considérablement renforcés. C'est en effet par une ascèse que s'obtient la maîtrise des énergies invisibles. Et de ce n'est qu'en pleine nature qu'on peut percevoir les dites énergies. Merlin est avant tout un être facétieux qui aime déranger, et s'il n'est parfois montré laid, a fait peur, comme le racontent les chrétiens de Troyes. Il avait la tête grosse comme celle d'un veau, les yeux ronds et saillants et la bouche fendue jusqu'aux oreilles, les lèvres épaisses. Il avançait en frappant les chaînes à grands coups de sa massue, et il menait avec lui, comme un berger, son troupeau, une horde de cerfs et de biches de daims. En réalité, Merlin emprunte souvent l'image du vieux sage, barbu. C'est seulement pour se conformer à la représentation que nous faisons de lui, tout simplement. Comme ici. Nous retrouvons là ce trait caractéristique des fées qui empruntaient leur forme et leurs vêtements à notre imaginaire dans le but de se faire reconnaître de nous quand elles se rendent visibles. Merlin est souvent représenté ici, comme on le voit ici, avec une harpe. Grâce à cette harpe, il communiquait avec les animaux. Il connaissait le langage de ces animaux aussi. Il pouvait donc parler avec eux, pouvoir récupérer leur sagesse. C'était quelqu'un qui savait aussi se rendre invisible. Et c'est vrai qu'on l'a représenté souvent sur divers visages, comme on a vu au début. Au début, on l'a vu représenté en enfant. On le voit aussi souvent représenté avec une cape et un bâton de pèlerin. Merlin, c'est la solitude, c'est le sage. La solitude
est nécessaire quand on est sur le chemin, sur la voie de la connaissance, car demeurer auprès des hommes est un défi trop grand. Merlin explique lui-même à plusieurs personnes. Il lui avait été proposé d'ailleurs de vivre dans un royaume, hein, mais il avait refusé. Il préférait rester pauvre, très peu habillé, et pouvoir vivre à la forêt, dans la forêt, vivre avec la nature, auprès de la nature, plutôt que de vivre dans des châteaux. C'était vraiment quelque chose qu'il aimait, la nature, vivre en forêt, vivre avec les animaux, toutes ces connaissances qu'on lui reconnaît. Voilà un petit peu, vite fait, hein, le tour de Merlin, pour connaître un peu qui il était ou comment il vivait. J'espère que ça vous a intéressé, et puis on se retrouvera demain pour une autre petite fenêtre de calendrier de l'Avent. Bye bye à tout le monde, à demain.